L'enfer. Chapitre 1. Origine. Cette porte est close. Qu'ai-je fait ? Ma vie mérite-t-elle ce sort ? Et comment ai-je pu me retrouver là, propulsé dans le néant, sans comprendre ? Je suis enfermé dans cette pièce. Tout est gris, et il n'est qu'une abominable porte qui refuse de céder. Quel diable m'a placé ici, afin que j'en meure ? Par pitié, que quelqu'un m'entende et me libère. N'est-ce que le fruit de mon imagination, un cauchemar éveillé qui ne veut s'arrêter ? Et pourtant tout semble fatalement vrai. Ces murs aux allures de barreaux hantent ma réalité aussi férocement que je n'ose plus même forcer à les abattre. Ce plafond anthracite est palpable et ne bouge point d'un millimètre sous mes efforts emplis de hargne. Et cette porte, cette satanée porte de fer blanchi de rouille, aux croisements improbables, semble me narguer, tant elle est rude et immobile. Elle n'est point plus haute que ma tête, mais elle ne tangue jamais, ne laisse aucune perspective. Il n'est ni poignée ni serrure, pas même le moindre trou pour y glisser l'œil et y voir au-delà. Quel esprit torturé a pu concevoir telle pièce pour y mettre des innocents comme moi ? Car oui, je le crie haut et fort, je suis innocent. Je n'ai jamais péché plus que quelques mensonges et aléas de vie qui n'ont guère d'importance et qui me donnent somme toute la place d'homme. Je n'ai pas en mon antre de l'or et des médailles en guise d'honneur, certes, mais je suis innocent, et je suis si jeune. Libérez-moi, je crie de toutes mes forces, que ma gorge se fait feu. Cette pièce doit faire 5 mètres par 5 environ. Elle est si dénuée de sens et lisse qu'elle me rend fou. En quelques pas me voilà à une encoignure, puis à une autre. Les angles ne revêtent rien, égaux à eux-mêmes et précisément joints. Me voilà donc coincé dans un parfait carré de 5 par 5, à la froideur qui ferait pâlir les plus beaux marbres d'Italie, qui laisserait pantois les plus novateurs des architectes de l'Empire romain. Qui m'a mis là ? Et pourquoi ? Je me frotte les yeux et cogne la paume sur ma tempe, car tout est si flou que cela ne m'évoque que de la haine, sans la moindre petite ébauche d'un souvenir, pas l'once d'un éclair me faisant la joie de saisir le sens d'une telle horreur. Je suis prisonnier sans connaître ma peine, sans acquiescer de mon crime, sans possible défense à la cour. Voilà qu'il me prend à taper à nouveau sur ces murs, tel un dératé. Je serre les dents en grognant de toute ma défiance, dans l'espoir qu'un petit bris de mortier vienne à choir. Mais il n'est désespérément rien qui ne bouge, pas une microscopique poussière au sol. Ce sol poli, opaque comme la nuit noire d'hiver, qui n'offre lui non plus pas d'horizon, pas de reflet en son parterre. S'il est une porte, me dis-je, c'est que l'on peut en sortir. Maigre consolation qui vient ponctuer des minutes d'affolement à agir en barbare, à me rayer doigts et mains, à me tanner la peau d'une colère si intense que mes yeux se sont injectés de sang. Où va donc cette porte dont les soudures ne laissent pas transiter un minuscule faisceau de lumière qui pourrait être salvateur ? Ou peut-être que derrière cette pièce en est une autre tout aussi sombre, puis une autre, puis une autre. Ne serait-ce qu'un piège sans énigme ni fin, un jeu stupide élaboré par un psychopathe en mal de reconnaissance. Et pourquoi moi, petit ouvrier en son bureau, ne demandant ni la lune ni les étoiles, réclamant juste la paix et la tranquillité dans sa simple vie ?
Est-ce la vengeance d'un collègue jaloux? La rancœur d'un vieil ami sur qui j'ai trop étendu les moqueries? Une ancienne compagne me faisant payer le prix de l'absence et de la rupture? Les possibilités sont multiples, mais aucune ne semble assez saugrenue pour tenir la route. Et s'il s'agissait simplement d'un événement ayant mal tourné? Comment se fait-il que je ne me souvienne pas d'hier, d'avant cette mascarade? A-t-on fait l'usage de sédatifs et de drogues dures afin que j'en oublie les heures passées? Réfléchis, me murmurai-je en routine dans la tête, cherchant le rationnel dans l'irrationnel. Mais j'étais embrumé, mes paupières voilées par l'aberration et l'incapacité à remettre les faits dans l'ordre. Hier, j'étais chez moi. Je me suis rendu à la pharmacie à pied, d'une manière on ne peut plus banale, puis le trou noir. Impossible de dire ce qu'il est arrivé ensuite. Où et quand l'on m'a enlevé. Me nourrir. Il va bien falloir que quelqu'un me nourrisse. Un individu va ouvrir cette fichue porte et me tendre un plateau. Quelconque pitance. D'un instinct primate, je m'accroche à cela, tout en tapotant à différents endroits du sol, pour voir s'il est un bruit plus creux qu'un autre. Mais après 10 minutes à frapper mes poings sur le béton, c'est une nouvelle désillusion de constater que chaque parcelle de cet atroce sol rend le son identiquement lourd, et ce à chaque section. Comment se fait-il que dans cette pièce sans fenêtre ni ouverture aucune, il fasse pourtant éblouissant, au point que je puisse voir tout élément? Je scrute à nouveau le plafond pour y remarquer des éclairages, mais il n'est rien, ni trace d'applique, ni de lustre, pas de rainures creusées où se trouveraient des néons, pas d'infimes ampoules incrustées à l'enduit. Voilà que l'idée d'un procédé maléfique me glace les os. L'intemporalité dans laquelle je me trouve est monstrueuse. Il fait jour à l'intérieur tandis qu'au dehors peut-être également. Ou bien il pourrait y faire nuit, et cela serait encore plus perturbant de savoir par quel enchantement la pièce m'est alors perceptible. Je n'ai point compté les heures, mais cela doit en faire 2 que je suis coincé ici, et l'agacement se fait sentir. Le poids de l'enfermement, l'odeur abjecte du trépas. Voilà que j'amorce un terrible cri qui me déchire l'abdomen, le tout ponctué d'un râle qui me saisit d'effroi. N'ayant jusqu'ici succombé à la panique, je sens soudainement l'inextricable se crayonner devant moi. Je peine désormais à respirer, non à cause de la claustration, mais de sa éventuelle non-issue. Me voilà agenouillé à tenter de prendre une bouffée d'air, la bouche ouverte et béante, tel un oisillon en son nid. Après maintes quintes de toux, je retrouve toutefois essoufflé mes esprits. Un autre paramètre me vient à la conscience. Peut-être ai-je été assoupi longtemps avant de m'éveiller. Cela insinuerait que faim et soif risquent d'arriver plus tôt que prévu. Je commence par ailleurs à avoir cette désagréable sensation de bouche sèche et pâteuse, ajoutant un inconfort certain dont je me passerai bien. Je décide de me mettre dans le coin apposé à la porte. Je la fixe, les yeux hagards, essayant de provoquer je ne sais quel miracle télékinésique, pouvant la déboulonner en une fraction de seconde. Je la vois exploser de tout son métal et faire entrer un intense rayonnement lumineux, accompagné de halos blancs et bleus, exultant de joie. Mais sitôt le réel reprend sa place, et, accroupi, les mains enlaçant les jambes, paralysé sous une raideur incroyable, je me mets à penser.
dans cette pièce autant qu'il stagne, autant qu'il fuit. Voilà que des souvenirs m'emportent sur les routes d'hier, et le long des cloisons glaciales qui me cambrent le dos. Je divague. Chapitre 2. Mémoire. Me voilà replongé en enfance. Cette pièce me fait étrangement penser au garage de mes parents, en toutefois plus petit et étonnamment plus clair. Nous y passions, mes amis et moi, quelques beaux après-midi. Les mercredis ainsi que les samedis étaient aux jeux de toutes sortes. J'étais le plus jeune d'une bande de 6, 3 garçons et 3 filles, dont l'insouciance n'avait d'égal que la rigolade, de laquelle nous étions friands. Je me souviens d'un ami faisant malencontreusement exploser un énorme pétard en l'air, faisant un trou dans le polystyrène qui pelotonnait le plafond, puis un autre se blessant bêtement la cheville sur le dévers côté jardin. Ces instants d'innocence me redonnent le sourire aux lèvres, et en même temps un immense chagrin, car cet équilibre fut mis à mal par la mort accidentelle d'une de mes amies, faisant une mauvaise chute de vélo le long d'un chemin rocailleux. C'est le regard plein de vide et d'incompréhension que nous, les 5 restants, siégions là, dans la chambre d'amis de mes parents, à se demander ce que les adultes entendaient par ce mot « mort ». Je me demande aussi à quel point cela nous a chamboulés, au point de se quitter un peu du regard pendant quelque temps, au point d'aller jouer dorénavant, chacun de son côté. J'ouvre à nouveau les yeux après cet interlude commémoratif. Quelle n'est pas ma stupeur. Voici qu'en plein milieu de la pièce s'est dressé un mur, allant géométriquement de son centre au côté adjacent, ce sur toute la hauteur. Je me bombe tel un félin, plaçant les mains sur mes hanches. Je ne peux y croire. Quel est donc encore que cet envoûtement ? Je me frappe la tête à grands coups de claque, et tournant en rond tel un aliéné. Comment ce mur s'est bâti là, en l'espace de quelques minutes, profitant d'un simple détour du regard. Je m'en vais prendre un long élan, et épaule la première, je fonce sur cette nouvelle paroi. Mais comme les autres, elle n'oscille pas. C'est un sortilège, dis-je à voix haute. Quoi d'autre ? Ceci n'est pas explicable, n'a aucun fondement. Je regarde ce mur, il est en tout point absolument identique aux autres, uni dans sa teinte noirâtre, où l'on ne discerne pas même les raccords. Et voilà donc que la pièce s'en trouve réduite. Je passe de l'autre côté, histoire de vérifier ce qu'il en est. Rien à signaler, symétrie totale et écœurante. Les bras m'en tombent. Je veux sortir de cet enfer de suite. Et si depuis le début on m'observait ? Si des caméras minuscules ayant échappé à ma curiosité étaient dispersées dans la pièce, et qu'un halluciné s'amusait de l'autre côté de l'écran à mirer mes péripéties. Voilà qui est intéressant comme piste, mais elle me ramène inlassablement encore et toujours à cette interrogation du qui et pourquoi. Y aurait-il un indice afin de faire avancer les choses, à la manière d'un jeu de rôle ? La soif commence à être importante, et mon estomac réclame son dû, de part des grondements incessants. La fatigue aussi devient pénible, mes jambes s'alourdissent et deviennent petit à petit coton. Cela doit faire maintenant 6 heures que je suis ici. Un laps de temps résigné, je m'allonge auprès de la porte, dans l'espoir que quelque chose se passe. Mais cela n'est que l'affaire de quelques minutes, et une nouvelle fois, me voilà reparti à penser
Je me rappelle mon entrée au collège. Enfant docile, je revois cette longue pente de la rue perpendiculaire à l'établissement. Elle semblait interminable, et ma mère, pas peu fière de m'y conduire, m'assénant de mots doux afin de me convaincre que tout allait être pour le mieux. Mais dans tout ce charabia n'était pour moi que l'obligeance, déjà, d'aller sur des cases déplaisantes, parquer dans des classes rudimentaires et semblables, avec pour seule satisfaction le gond de fin de journée, signant le retour à la maison. 7 ans passés donc à satisfaire les propos vides et parfois indécents de professeurs eux-mêmes contraints à appliquer une sorte de règlement auquel ils se forçaient à croire. 7 ans à cirer les chaussures de dame administration, sous la coupe d'un régime toujours plus prompt à éduquer des nigauds et non des penseurs. Le summum de tout cela fut sans nul doute mon entrée en seconde, où, d'un âge plus mûr, je fus balbutié entre une liberté philosophique en sa genèse et l'aberration d'une classe où génies et voyous se confrontaient au même enseignement. Le tout dans un capharnaüm des plus versatiles, dans l'ingratitude exemplaire de pédagogues qui n'en avaient que le titre. C'est finalement dans la confusion la plus totale que j'obtins mon baccalauréat, sans nullement en savourer la réussite. En ce temps-là, je ne pensais qu'à assouvir des passions extrascolaires, et tout ce méli-mélo de fadaises ne m'intéressait guère du haut de mes 17 printemps. Sur ces envolées lycéennes et potaches, voilà que la dureté du sol me sonne les os en des craquements qui me contraignent une fois de plus à me réveiller. Le mur central est cette fois-ci totalement clos. La pièce désormais se résume à 2 grandes enjambées de profondeur, et je sens grandir en moi une claustrophobie qui déroule et découvre tout son venin. C'est à cet instant précis que j'abandonnai toute compréhension des phénomènes auxquels j'assistais depuis le début. Plus rien ne m'importait autre que la sortie de ce délire hallucinatoire, et ce au plus vite. Dans un regain d'énergie, je retournai cogner à la porte, y mettant toute ma rage. Des gouttes de sueur parcouraient mon front, et mes bras tout entiers étaient pris de fureur. Je brutalisai la ferraille si bien qu'elle devint chaude, et mes mains noyées de sang. Au bout de longues minutes, je n'en puis plus. La porte était badigeonnée en son centre de mon liquide vermeil, et je ne sentais plus mes phalanges, avant qu'une intense douleur me pique au cœur et aux confins de toute terminaison nerveuse. J'arrachai un bout d'étoffe à ma chemise pour en faire un bandage, et pansai les lambeaux de peau qui venaient à se détacher. Je me mis à pleurer. De torrides larmes, symboles de renoncement. Je pleurais tel un enfant à qui l'on a interdit la récréation. Je pleurais toute l'eau qui restait en mon corps maintenant assoiffé et subtilement faible. Et ici, le visage collé au rempart qui allait être mon tombeau, un étendu sommeil contraint et forcé vint à moi. Je me rappelle par devoir avoir choisi des études supérieures, tandis que je ne voulais rien de cela. La pression familiale fut si forte que je n'osais alors contredire père et mère, qui selon leur dire avaient mis autant d'espoir que d'argent sur ma personne. C'est ainsi qu'en bis repetita, je fis un tour de manège dans l'atroce engrenage qu'est la formation dite de culture. Et quoi de plus à discourir sur ces années perdues qu'une histoire de lignes à apposer sur un curriculum vitae, d'heures d'audience qui ressemblaient dangereusement à de la garde à vue, à des cours en amphithéâtre qui n'avaient que pour seul objectif de remplir les quotas bureaucratiques de Pantin, n'ayant que la mire d'un chèque de fin de mois, nous délaissant, ignares, sur les bancs de la lacune sidérale. Le pire dans ce récit est que je finis par m'accrocher à une sorte de récompense finale, aveuglé sans doute par la carotte, par le mensonge en son conditionnement,
et 5 ans plus tard, j'avais en poche un beau diplôme paraphé que j'allais pouvoir ranger au fin fond d'un tiroir, attendant qu'il prenne l'âge et la poussière. De tout cela, je n'en tire que 2 conclusions. Premièrement, nous ne sommes que les pions de pions étalés sur un immense échiquier dont personne n'en tient les rênes ni le dessin, et tout n'est qu'affaire de mise. Deuxièmement, et d'un facteur intrinsèque, la solitude avait gagné mon âme, les autres n'étant que des oiseaux de passage, otages de la grande machine, bêtes captifs dans toute leur splendeur. Je préférais aller courir seul le long d'un canal ou dans les quelques parcs de la ville, allant m'asseoir au dernier siège du dernier rang de la dernière séance du soir au cinéma, passant les samedis à me saouler d'eau-de-vie forte et les dimanches à m'empoisonner les poumons de tabac, regardant des émissions à la télévision toutes plus débiles les unes que les autres, attendant la fin de cycle comme l'on prévoit un nouvel avènement. Soubresaut. Je me réveille encore. La faim commence à tirailler mon ventre, et l'œsophage est si vide que je peux y sentir l'acidité. Un nouveau mur a fait son apparition juste en face de moi, coupant une nouvelle fois la pièce en 2. Elle est si petite maintenant, point plus ample qu'une salle de bain. Je n'ai pas même la force mentale d'aller le palper. À quoi bon y perdre son temps? Mes mains me font terriblement mal, et ma tête est plus lourde qu'une enclume. Mes yeux se creusent. J'ai totalement perdu la notion du temps. J'ai peur de m'être endormi plus que de mesure. À cet instant précis, je sens la mort venir à grands pas. Cela doit faire une journée que je suis enfermé, et dans les derniers éclairs de conscience souveraine qu'il me reste, je ne connais que trop bien ce qu'il m'attend. Faible, je replonge inévitablement dans la léthargie. Me voilà arrivé dans l'est du pays pour mon premier emploi. J'y suis allé à reculons, sans que rien ne transparaisse, comme lorsque vous savez pertinemment que ce chemin est voué à l'échec, mais que vous vous y engagez tout de même. Je revois sur le quai de gare me menant à destination la joie mitigée de mes parents, coincés entre le contentement d'avoir un fils qui trace sa route et l'éloignement irréversible de celui-ci vers des contrées cachées, les mettant face à face à l'exil. Tout cela m'attriste. À faire le rapide calcul, j'ai passé 10 ans ou plus à n'être que vagabond, acceptant les destinations par défaut quitte à se perdre, à renier sa nature. J'aurais voulu qu'on me laisse exister sans choix à faire, dans un laxisme sans doute, dans une indépendance éternelle pour sûr. Mais il n'en était rien, et dans cette région, voilà que je découvrais le monde du travail avec l'aigreur d'un jeune premier, pas même la fleur aux dents, que des vestes de costume beige pour paraître étincelant aux yeux aguerris des éminences. J'étais en décalage avec la plupart des personnes, souriant volontiers pour la bienséance lors des poignées de main, dodelinant la tête en guise d'accord, mais aucune incartade ne faisait chavirer mon cœur. Puis ce jour de juin, je fis la connaissance d'une femme. Elle ne m'inspirait hélas guère que du rejet au premier abord, mais toutefois, elle eut ce mérite non négligeable de vouloir briser la glace qui m'était devanture. Elle était plus jeune que moi et ressemblait à un papillon fraîchement sorti de la chrysalide, d'une naïveté qui me fit plaisir à contempler. Je la voyais s'amuser le jeudi soir sur la piste de danse d'à côté, chanter et rire aux éclats comme si les jours n'étaient qu'amusement, loin de la sagesse. Elle avait cette candeur qui me fit l'effet d'une brise au petit matin sur une plage d'août. Mais j'étais faux et de sa seule compagnie éphémère me serais contenté, moi l'étranger, l'inapte, le déviant. Je reniais encore ma nature infecte, me voulant conformiste,
mais n'est pas formaté qui le veut, et les années derrière moi n'avaient fait qu'entretenir la crainte et la négation de tout, y compris de l'amour. Ici, blotti dans cette pièce, je peux désormais dire que c'est par nécessité que nous décidâmes de former un couple, au final, sous son unique impulsion. Je ne me rappelle plus très bien de la date, aux alentours de décembre, ou janvier peut-être. Nouvel éveil. Diantre, voilà qu'un autre mur s'est encore édifié. Celui-ci n'est pas véritablement comme les autres. Il est constitué de briques rouges, parfaitement encastrées et alignées. Il sépare la pièce une nouvelle fois en deux. Je me retrouve donc au sein d'un espace qui ressemble de plus en plus à un caveau. La lumière artificielle et énigmatique qui illuminait l'entièreté de la mansarde vient à manquer. Je décerne mal les détails désormais. Tout est terne. Je ne sens plus mes mains. Tentant de soulever le bandage avec délicatesse, celui-ci s'est comme approprié ma chair, si bien que je ne puisse d'abominables douleurs l'ôter. La soif est épouvantable. Je sens mon intérieur débuter une phase de décrépitude. Mes yeux s'enfoncent et doivent arborer de noires cernes. Des crampes me tétanisent les mollets et mon pouls s'accélère de façon hors norme. La fin approche. L'abandon est ici la seule option. Et je fixe cette porte, la bouche entr'ouverte, pour y trouver de l'air. Ma respiration est si flottante, et, dans ce qu'il semble être le glas, je repense à hier. Il y a quelques années, ma femme et moi avons pris la décision d'opérer un changement radical de vie. Nous partîmes donc, forts de nos économies respectives, acheter une maison dans le centre-ouest du pays, et ainsi tout lâcher. Elle désirait être proche de la mer, et moi, comme à mon habitude, je ne me souciais guère de l'emplacement géographique, ne faisant que suivre ses idées. Mais j'étais loin de me douter que tout cela était réfléchi, et qu'une volonté de maternité s'était émissée dans son esprit. Et donc, à peine un an après avoir pris nos aises en cette nouvelle demeure, elle m'annonça ce qui sonna comme un séisme en ma tête. Elle attendait un enfant. Je me sentais si distant avec tout cela que mon existence semblait un puits sans fin, encombré de servitudes et de réprimandes. Je frôlais pourtant souvent l'ingratitude vis-à-vis de mes congénères, mais ils s'accrochaient à mon rocher, comme pour me secourir de je ne sais quel mal, poussé d'un élan de zèle ou de bonne conscience. Mais je ne fus qu'aux abonnés absents, et ce depuis toujours. Ma femme, je l'appelle ainsi puisque nous nous marièrent quelque temps auparavant, commençait à ressentir le poids de mon caractère profusément aigri. Dans un désœuvrement non dissimulé, je devenais plus austère et déplaisant qu'un tyran en son bunker. Et pourtant, nous fîmes le choix de garder l'enfant. Il naquit un jour de mars, et, bêta devant l'événement, je n'esquissais pas le moindre geste de satisfaction, me sentant propulsé dans d'inédites responsabilités que clairement je ne pouvais assumer. Mais ainsi est le fardeau de l'homme sur terre, me disais-je sans l'admettre, essayant de faire semblant, de faire l'autruche, de faire comme si un jour j'allais me pourvoir de ravissement. Et d'une fibre sensible et fine, je sentais le scénario basculer irrémédiablement en la défaveur de chaque partie, m'entraînant, moi le disgracieux, vers les sous-sols de mon infirmité, où la potence m'attendait. Chapitre 3. Oubli. Un nouveau mur est levé. Je réside maintenant dans un sas d'1 mètre par 1 mètre, ne pouvant plus allonger mes jambes. Je reste adossé à la porte comme un capitaine à son gouvernail, mais toute perspective de sortie a quitté le navire. Je suis fourbu de douleur, mes mains me sommeraient presque de les couper afin qu'elles ne souffrent plus. Mais c'est mon âme qui chavire bâbord et tribord, sous une tempête qui échappe à la raison. Je n'ai jamais eu la foi,
Mais voilà qu'il me prendrait presque d'implorer un Dieu pour connaître la vérité, car ne point savoir est un châtiment des plus extrêmes. Je me remémore les instants fragiles et néanmoins bons de mon existence, mais ils peinent à venir volo. Je me dis peut-être avoir occulté toute source de bonheur, qu'ils soient petits ou grands. Que peut-être les sens faisant vibrer une vie se concentrent dans l'infime et le dérisoire. Une parole échangée, une tape sur l'épaule, le sourire d'un camarade, l'hilarité d'un proche. Pourquoi vais-je, à l'article de ma mort donc, ne tirer que la doléance, puisqu'il est tant de choses que je n'ai su saisir encore et auxquelles je n'ose aspirer? À quel point le détail des souvenirs me hante. Ma femme, sous mes aveux de faiblesse, finit par partir dans la brume d'un dimanche matin, la malle emplie de bagages, pour ne jamais revenir. Dans un ras-le-bol absolu, elle ne laissa qu'une lettre postée sur le réfrigérateur, et notre fils en son berceau dans sa chambre bleue. Je revois ses yeux me suppliant qu'il me prenne comme père, et mon cœur scissionné d'indécision, d'une impuissance dont je me repentis ici. Ne sachant être celui-là, je le remis sous la garde des services sociaux chargés à cet effet. Je délaissais ainsi l'ultime étincelle qui aurait pu ranimer le feu, et ne faisant de moi qu'un lâche, je tombais à la facilité des verres d'alcool et des enivrements malsains. S'ensuivit une période comateuse, où, en arrêt professionnel de longue durée, j'avoue ne plus bien me rappeler de l'ordre des jours, du passage des mois. Le travail de sevrage ne fut au final que la partie visible de l'iceberg, car si profondément en ma chair était une empreinte pestiférant que jamais je n'avais osé soulever. Mais je restais muet, choisissant les chemins du déni, les voies de l'occultation. Tout fut fait afin que sur le papier je sois apte à reprendre l'activité, rien de plus. Et au bout de quelques mois, sobre et d'apparence érigée, je renfilai le veston en direction de ce même bureau, cette même oisiveté. Autant jadis la distance avec mes collaborateurs était forte, elle ne devint plus que délétère. Je savais en moi que c'était une question de temps avant que j'arrête définitivement les frais. Et dans ce quotidien d'un ennui incommensurable, je n'étais plus que fantôme au pays des chaises musicales et mélodies de flutio. Un jour de novembre, je mis fin à l'aventure, et moins d'une semaine après, je retournai dans ma région d'enfance, avec la ferme intention de ne point replonger dans un système de travail exploitant. C'est ainsi que je montai ma propre entreprise, avec une pièce spécialement aménagée en bureau au sein de mon appartement. J'étais devenu traducteur pour de grandes firmes, dont les commandes et contrats se faisaient exclusivement en ligne, via un ordinateur. Ainsi, je ne sortais plus de chez moi. Les rideaux étaient tirés, et j'allais au dehors uniquement pour le réapprovisionnement. Je prenais de temps à autre des nouvelles de mon fils, histoire de paraître au minima du statut de père. Mais les responsables du foyer n'étaient point bavards, connaissant pertinemment mon état et ses dégénérescences. Les papiers du divorce furent signés, et je devais rendre des comptes à la justice, devant entre autres verser une pension, qui me priverait de quelques petits plaisirs journaliers. Je changeai mon numéro de téléphone, ne voulant plus répondre aux appels incessants de mes anciens amis et des miens. Mon père mourut, sans que je ne le sus que bien des jours plus tard, allant poser une gerbe sur sa sépulture, sans avoir plus de tristesse que des larmes en flots. J'étais seul au 2e étage d'un appartement lamentable, convaincu d'avoir tout gâché, refusant le soutien, repoussant l'évidence tel un enfant caractériel. Et chaque soir, au crépuscule, je regardais la lune venir au ciel violacé, me demandant où et quand s'incarnera la fin. Un mur est maintenant au-dessus de ma tête, tel un volumineux nuage. Il recouvre la moitié supérieure de la porte. Il fait désormais si sombre que je distingue à peine le bout de mes doigts. Je suis dans ma stèle,
obligé de me mettre en position fétale afin de ne point tordre mes membres en 1000 morceaux. Et ma respiration est laborieuse, tantôt lente, tantôt empressée de vives touches. Faim et soif sont si outrancières que je ne les sens même plus. Mon corps entier se met à tressaillir et trembler telle une feuille en automne. Des gémissements involontaires sortent de ma bouche en trouble et confusion. J'ai chaud autant que froid. Le sol me semble humide de ma transpiration et pourtant pas une goutte ne sort de ma peau. Mes doigts de pied sont comme congelés et la fatigue telle qu'il me semble dormir sous des spasmes organiques. Ici, aux frontières de deux mondes, la peur n'est plus qu'un mot, et tout m'apparaît de par des fractions d'ombre et lumière, de courtes sinuosités vertes et rouges, de voraces pensées dans les ondulations de ma mémoire. Voici ce qu'il est de ma vie. Je revois comme chaque visage ayant marqué mon temps d'une trace indélébile et pourtant caduque, des corps autochtones qui s'avéraient me confiner à un semblant d'équilibre. Je revois ce gamin solitaire dans une chambre azuréenne, les odeurs du dîner humant la joliesse d'une époque révolue et terriblement sourde. Je revois chaque rail de train comme les aspirations d'un jeune crédule montant de wagon en wagon sans en accepter la route. Je revois les blessures de ceux partis trop tôt dans un souffle véloce, leur balourdise ou bien leur élégance d'esprit, leur manquement ou bien leur présence au moment de se dire adieu. Je revois comme un tambour battant les grandiloquences d'un adulte à l'allure accomplie et pourtant insatiable, ces élans de prouesse à fantastique chevauchée vers les cieux. Je revois mes racines familiales s'arracher de conflits et de non-dits pitoyablement bas, laissant indéniablement un trou à la poitrine des vivants. Je revois les longues soirées d'hiver sous un feu de cheminée, à me satisfaire du crépitement du bois jusqu'aux aurores transies de faisceaux jaunes. Je me revois dansant dans les ténèbres sous des vêtements de cuir, au culte de la grande faucheuse même, demandant la grâce d'un monde au-delà. Je me revois plus complexe que les branchages en rameaux d'été, ne sachant décider du quand ni comment, oscillant dans les méandres sans fin de mon impossible cerveau. Je revois des faciès de femmes, tous plus beaux et plus charmeurs que le soleil au zénith, pactisant avec le diable pour l'esquisse d'un baiser. Je revois père et mère vieillir comme passent les saisons, et mes sanglots inconsolables, si petits le jour où il faille être grand. Je te revois, toi mon frère, dans les fumées d'un vieux cigare où siègent encore les passades impérissables de ta voix. Je revois un portrait nostalgique encore né en ses coins et que l'on n'ose sortir par peur de déranger le sommeil de ses hôtes. Enfin, je me revois, au milieu d'un champ altéré de brouillard, à vouloir brûler ce qu'il reste de moi, fermant les yeux, imaginant ma fin, signant mon épitaphe. Ici repose un corps dans le silence éternel, un ange sûr d'être démon, ôté de ses ailes. Ayez pitié de son âme, elle fut noircie, de misère, autant que d'indicibles cris. Dans un ultime geste de vaillance, les bras pourtant un peu plus engourdis, je me saisis d'un briquet dans la poche arrière, afin d'éclairer les minutes ou secondes qu'il me reste dans ce trou qui me sert de mouroir. Mon visage est plus opalin que le blanc en sa pureté. Voici qu'allant fouiller afin de trouver l'objet, je sors de cette même poche une photographie noir et blanc. J'appuie sur la roulette du briquet et observe comme je peux le cliché. Je suis certain de ne jamais avoir pris ce négatif. Il n'est pas de moi ni à moi. Et pourtant, tout le monde est réuni dessus, tous les acteurs de ma vie, formant une grande famille, une souche sacrément dure.
Sous des airs dignes et des rictus non dissimulés, tous m'observent comme attendant que je les rejoigne. Mais je ne veux mourir, demandant la liberté au pardon. Sans regret ni remords, en dernier acte aussi sincère que sinistre, je consume l'image par la flamme. Un grincement se fait entendre. Cette porte est ouverte.